Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire de la Fondation Robert Schuman sur les avancées de l'Europe numérique. C'est une sorte de bilan au dernier jour de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui est le cadre général dans lequel nous faisons ce débat, et puis essayer de regarder vers l'avenir sur les stratégies de l'Union européenne en termes de régulation de l'économie numérique et aussi en termes de réflexion industrielle et plus généralement de la transition numérique, qui est un des deux grands chantiers de l'Union européenne dans les années à venir, l'autre grand étant la transition climatique. Et donc, c'est une des deux grandes directions vers lesquelles s'oriente la transformation de l'Union européenne. Alors, sur le numérique, si on regarde sur les 6 mois qui viennent de s'écouler sous la présidence française du Conseil, il y a eu deux grands textes sur lesquels le Parlement et le Conseil ont trouvé un accord, des textes qui ont eu un écho dans l'opinion publique, dans l'espace médiatique, qui étaient ce qu'on appelle le DMA et le DSA, en français la loi législation sur les marchés numériques et la loi législation sur les services numériques, qui organise les conditions de l'activité des plateformes, c'est la loi sur les marchés numériques, et puis qui régule la loi sur les services numériques, régule les contenus, la diffusion des contenus, avec un principe qui a été beaucoup rappelé par le commissaire Thierry Breton, qui est tout ce qui est illégal dans la vraie vie et devient illégal en ligne. Donc ça, ce sont deux grands textes importants, mais il y a eu aussi l'adoption définitive de la loi sur la gouvernance des données et la présentation d'une nouvelle loi, une nouvelle législation sur les données pour organiser le partage, le stockage, le transfert de données. Alors, quand on parle de données, dans ce cas-là, ce n'est pas les données personnelles que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, ce sont surtout les données non personnelles, industrielles ou produites par les services publics. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Et puis, en discussion également, encore récemment au Conseil des ministres, des ministres européens, était le projet de règlement sur l'intelligence artificielle pour donner un cadre au développement de ces nouvelles technologies qui correspondent aux valeurs européennes, aux droits fondamentaux européens, avec des classements selon le degré de risque que peuvent avoir ces nouvelles technologies dans leurs applications au quotidien. Donc, ce sont quelques-uns des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, qui s'inscrivent dans aussi ce que l'Union européenne appelle la décennie numérique d'ici le début des années 2030, pour développer à la fois les compétences numériques des individus, la numérisation des services publics, la numérisation des entreprises et le développement des infrastructures comme la 5G, le développement de nouvelles technologies avec des investissements importants dans les ordinateurs quantiques, par exemple, et puis une stratégie de développement de production des semi-conducteurs pour augmenter la part de marché de l'industrie européenne dans cet élément crucial, non seulement de tous les appareils électroniques que nous avons, mais de leur utilisation, évidemment, dans tous les secteurs de l'économie et de la vie en société. Donc, l'économie numérique, l'environnement numérique, l'Europe numérique concerne la vie quotidienne de chacun et chacune d'entre nous. Et donc, c'est un sujet majeur que nous allons éclairer avec deux invités pour l'instant qui nous ont rejoints en ligne. Madame Brunessen-Bertrand, vous êtes professeure à l'Université de Rennes. Vous êtes titulaire d'une chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données européennes. Merci d'être avec nous. Nous avons également aujourd'hui Victor Storchamp. Vous êtes ingénieur en intelligence artificielle et vous venez de créer votre propre entreprise qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Altica, qui a quelques jours, qui est toute récente. Et donc, ce sera très intéressant de voir le point de vue d'un technicien et d'un entrepreneur. Nous avons également comme invité Madame Laure Chapuis, qui est de la Commission européenne et qui, nous espérons, devrait nous rejoindre prochainement si elle n'a pas eu un empêchement d'emploi du temps. Alors, pour faire un premier tour d'horizon de la question, je me tourne vers vous, Madame Bertrand. Gouvernance des données, c'est un sujet très vaste qui n'est peut-être pas très clair pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc, est-ce que vous pouvez définir ce concept de gouvernance des données et puis nous expliquer un petit peu quels sont les domaines dans lesquels elle est appliquée et quels enjeux cela recouvre pour l'Union européenne dans son ensemble et pour les citoyens européens?
Merci beaucoup pour votre invitation. Peut-être, oui, un mot sur le projet politique dont vous avez parlé, puisqu'il y a effectivement ce projet de double transition écologique et numérique au niveau européen, et à mettre un peu en lien, puisque c'est la présidence française de l'Union européenne qui s'achève, avec aussi les enjeux de souveraineté numérique européenne en particulier, qui a été portée par cette présidence française. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans cette politique qui se dessine, puisque vous avez mentionné un certain nombre de textes. On a vraiment l'impression que beaucoup de domaines sont concernés, le marché intérieur, la politique de défense, la politique économique, commerciale, les enjeux de cybersécurité, de politique industrielle même presque, qui émergent d'ailleurs à travers cette question du numérique au niveau européen. Donc, on a comme ça quelque chose de très ubiquitaire et avec cet objectif de souveraineté numérique. C'est assez spectaculaire parce que c'est vraiment l'idée la plus taboue finalement au niveau européen. Et aujourd'hui, tout se passe comme si finalement la nécessité de remettre un petit peu les États en pouvoir d'agir permet d'éclairer sous un angle nouveau cette idée de souveraineté numérique européenne, puisque chaque État fait face à des enjeux est confronté à des enjeux assez importants. Alors, du point de vue normatif, il y a quand même une stratégie assez importante, parce que c'est quand même pas un hasard si toutes ces grandes lois européennes, d'ailleurs vous avez utilisé le terme de loi, je le reprends, mais juridiquement ce sont plutôt des actes législatifs, mais c'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si on utilise ce terme, parce que depuis ces derniers temps, entre le règlement sur la gouvernance des données, le DGA, le DMA, le DSA, on a eu aussi beaucoup de plans pour la démocratie européenne, pour l'éducation numérique, pour la cybersécurité. On a eu aussi tout le paquet de régulation des fintech. Et donc, on a comme ça là une adéquation des enjeux normatifs, juridiques par rapport à ces enjeux politiques. C'est une façon aussi pour l'Union européenne d'être au monde, de s'afficher et d'avoir comme ça une grande loi européenne pour chaque question que soulèvent ces activités numériques. Alors, évidemment, juridiquement, ça pose certains enjeux du point de vue des compétences de l'Union européenne. On passe beaucoup par le marché intérieur, on passe beaucoup par de la régulation juridique, par la défense des valeurs, des libertés, des droits fondamentaux qui sont vraiment un peu au cœur de l'identité européenne. Et on a l'impression que ces différents actes, que ce soit l'IAC, le DMA, le DSA, sont comme ça un peu des porte-drapeaux de cette volonté politique européenne, même si il y a évidemment une part de communication politique autour de ces actes qui est parfois un peu en trompe-l'œil. Le DSA est beaucoup présenté comme un texte qui va réguler les réseaux sociaux, qui va réguler la désinformation, la haine en ligne. Alors, il y a quelques dispositions, en effet, dans ce texte, on pourra y revenir, mais c'est quand même un objectif qui, concrètement, a une portée assez limitée dans le texte qui surtout pour objet de réguler le bon fonctionnement du marché intérieur. De la même façon, si on prend l'IA Act, l'IA Act arbore comme ça un objectif de régulation générale de l'IA qui est un petit peu en trompe-l'œil par rapport à une pluralité d'approches un petit peu plus sectorielles sur la régulation de l'IA, mais on a comme ça dans ces différents textes européens que vous avez évoqués, la revendication d'une approche très générale et qui remplit sans doute un double objectif. Sur un plan politique, on a comme ça maintenant des législations très identifiables, qu'on qualifie d'actes, donc de lois. Donc, il y a comme ça une façon d'affirmer pour l'Europe sa volonté de réguler, de reprendre un peu le contrôle sur les questions numériques, une volonté de soumettre ces activités numériques au droit et qui passe aussi par des
contrairement à beaucoup d'autres pays qui se limitent à des formes d'autorégulation ou de proclamation éthique, là, on a quand même une volonté politique de soumettre à des règles juridiques contraignantes ces activités numériques, et avec une volonté d'efficacité aussi à travers certaines portées extraterritoriales aussi de ces législations européennes. Donc, il y a une vraie volonté de réguler ces différentes activités avec une mise en avant des valeurs européennes, une façon donc de légiférer de façon très, très ostensible. Donc voilà, une volonté politique européenne extrêmement affichée, affirmée, avec aussi toujours la question qui se pose quand on prend une approche plus large, c'est que finalement, si l'Europe régule ces différentes questions, voilà, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur un plan économique, sur un plan industriel, sur un plan, avec aussi un petit peu l'accusation en arrière-plan de faire une forme de protectionnisme économique au fond, en disant, voilà, au niveau européen, vous n'avez pas des industries capables de rivaliser avec d'autres, et donc vous régulez au fond pour limiter les effets et la puissance de plateformes numériques ou d'autres entreprises non européennes, et donc limiter un peu leur impact sur le marché européen. C'est ce qu'on avait dit au moment du RGPD, et c'est aussi la critique qui évidemment se fait jour par rapport à l'IAC, pour le DMA, pour le DSA, etc. Alors, bon, l'Europe a peut-être, si on prend avec le recul les effets du RGPD, on a parlé un peu d'un effet Bruxelles. Un auteur a développé un peu cette idée de montrer qu'il y a un effet d'entraînement aussi, que finalement, quand on se met à réguler ces activités, eh bien, par ricochet, il y a, alors pas un alignement spontané évidemment de tous les États dans le monde, mais ça a aussi des conséquences un peu indirectes sur d'autres régulations qui peuvent exister dans d'autres États tiers à l'Union européenne. Et donc finalement, à partir de son marché intérieur, l'Union européenne arrive à à limiter un peu l'impact du retard européen en matière industrielle. Et, et même si, alors vous parliez de l'acte sur la gouvernance des données, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée de dire on a un décrochage économique, industriel, européen, mais le projet, ce n'est pas de faire un Amazon, un Apple, un Google européen, c'est d'inventer un autre modèle, un modèle alternatif au fond, qui va, ou plutôt que d'avoir une captation de toute la chaîne des valeurs des données par des grandes plateformes très puissantes, eh bien, on va essayer d'organiser, alors sous différentes modalités, parce que certaines données non personnelles sont soumises à des droits de propriété intellectuelle, de secret d'affaires, il y a des limitations au partage qu'on peut avoir de données, mais d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut partager toute la création de valeur autour de la donnée dans l'optique d'une économie de plus en plus fondée, arrimée sur la valeur de ces données, et d'organiser un partage, alors parfois imposé, parfois incité, parfois volontaire, des formes de data altruisme, par exemple, qui sont envisagées. Et donc, ça se prolonge par des projets d'espace sectoriel de données. Il y a eu proposition de règlement, par exemple, sur l'espace européen des données de santé. Et donc, il y a d'autres espaces comme ça sectoriels qui sont envisagés pour essayer de limiter ce phénomène de captation de valeur, et en misant sur le fait, pour essayer de tenir compte du fait qu'en fait, les jeux de données en soi, ils n'ont pas de valeur. Leur valeur, elle arrive, elle croît à mesure qu'ils sont croisés, réutilisés, ces différents jeux de données. Donc, il y a tout un sujet sur l'ouverture de ces données. Alors, ce qui passe évidemment par la qualification des différents... Il y a les données ouvertes, les données publiques, les données pour la recherche, les données d'objets connectés, qui est l'objet notamment, pas seulement, mais du Data Act que vous avez évoqué, des formes d'altruisme des données. Donc, comme ça, progressivement, on est en train de construire tout cet écosystème pour essayer d'organiser cette forme de gouvernance des données
au niveau européen. Alors, je n'ai pas regardé, j'ai peut-être déjà un peu trop parlé. Je vais juste vous relancer sur un point particulier. Vous avez mentionné l'effet Bruxelles, où effectivement, avec le RGPD ou même sur DMA, DSA, ça fait partie de l'ambition d'essayer de pousser ces grandes entreprises, ces grandes plateformes qui ne sont pas européennes à se conformer au maximum à des valeurs européennes avec un effet sur les marchés mondiaux. On dit souvent qu'en Chine, il y a un modèle ultra autoritaire de l'utilisation des technologies numériques avec un projet politique de contrôle et de surveillance des populations, et qu'à l'inverse, aux États-Unis, on est plus dans un laisser-faire généralisé et que l'Europe essaie de trouver la voie médiane équilibrée. Comment vous évalueriez cette recherche de voie médiane? Est-ce qu'on a vraiment un modèle européen qui se dessine et qui est efficace dans ce but-là? Et est-ce que vous voyez dans ce paysage des trous peut-être dans ces efforts de régulation? Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels l'Europe n'a pas encore beaucoup travaillé et auxquels il serait nécessaire de s'atteler? Alors oui, il me semble qu'il y a une voie européenne à travers la recherche déjà d'une régulation juridique, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, et à travers une mise en avant très importante des valeurs européennes. Il y a l'idée de confiance numérique, par exemple, pour les citoyens européens qui revient en permanence, alors qui est un peu à double tranchant, parce qu'effectivement, on défend des valeurs de respect de la vie privée, de protection, d'un certain nombre de droits des individus ou collectifs à travers cette régulation. Après, le citoyen européen, c'est aussi un consommateur. Et donc, quand on parle de la confiance dans ces activités numériques, c'est aussi évidemment, parce que le fondement de toutes les mesures dont on a parlé, c'est le bon fonctionnement du marché intérieur. Alors après, faute d'autres bases juridiques, hein, mais c'est le marché intérieur. Donc, il y a toujours évidemment des enjeux économiques qui sont un peu sous-jacents et une contrainte industrielle qui est que on n'a pas d'entreprise européenne qui rivalise avec les plateformes numériques. Donc, il y a une voie européenne à la fois choisie, à la fois un petit peu de toute façon contrainte par la façon dont se présente la situation en matière de... Donc, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'omniprésent dans les valeurs. Est-ce qu'il y a des failles? Alors, je ne vais pas parler de politique industrielle parce que je crois que ce sera l'objet de l'autre intervention, mais là, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, même si on peut aussi s'interroger sur les moyens à la disposition de l'Union européenne, hein, parce que c'est quand même une compétence qui reste assez nationale, avec une imbrication d'intérêts publics et privés qui ne sont pas toujours faciles à définir, à équilibrer. Il y a quelque chose qui émerge parce que le pendant de tout ça, c'est aussi des enjeux de cybersécurité. Et là, alors je ne dirais pas que c'est une faille, disons que c'est plus difficile de trouver une compétence au niveau européen. Il y a des petites choses qui sont faites, qui restent encore modestes à travers la protection des infrastructures critiques, à travers le Cyber Security Act, enfin c'est des certificats de cybersécurité, c'est pas... et sur la directive Nice en cours de révision, sur la protection de ce qu'on pourra plus appeler les opérateurs de services essentiels ou autres, mais enfin des petites choses. Mais en tout cas, sur ces sujets, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un niveau de cyber-résilience des États qui est extrêmement hétérogène dans l'Union européenne, que là, on est sur des questions de sécurité, voire de défense, sur lesquelles, évidemment, les États sont très soucieux de garder la maîtrise de leurs compétences. Je parlais au début de mon introduction tout à l'heure, le fait qu'à travers l'idée même de souveraineté numérique, en fait, on a eu une européanisation spontanée d'un certain nombre de compétences qui est assez spectaculaire, parce que trouver une base juridique pour réguler l'IA, les données, etc., tout ça s'est fait presque ex nihilo et dans un consensus, parce que les États ont conscience qu'il faut réguler au niveau européen et de leur marge de manœuvre limitée. Et là, quand on arrive sur les enjeux de cybersécurité, on sent bien qu'il y a quand même on arrive vraiment dans le cœur de ce que les États ne sont pas prêts alors évidemment à transférer au niveau européen, mais même
pour des éléments de partage d'informations, des systèmes d'alerte, parce que c'est des éléments qui sont importants pour essayer de traiter cette question des cyberincidents, des cyberattaques. Là, on voit que ça ne fonctionne pas très bien parce qu'on arrive vraiment sur des compétences un peu régaliennes. Donc, je pense qu'on aura du mal par rapport à ce projet de gouvernance, de partage des données et de confiance numérique qui est à ce point mis en avant. On aura du mal à le faire aboutir complètement si ce n'est pas dans un cadre complètement sécurisé. Donc, il y a des enjeux de régulation de ces questions de cybersécurité et il y a des enjeux technologiques et industriels parce que en bout de chaîne, il y a la question de l'opérateur, de la plateforme qui assure cette sécurité. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très clair. Alors, puisqu'on parle des enjeux industriels, je vais me tourner vers Victor Sorchamps, qui est un petit peu l'entrepreneur de service dans ce webinaire. Vous me disiez avant que l'on commence que vous arrivez de Californie. Vous êtes à Paris et vous venez de monter votre entreprise. Donc, est-ce que ça veut dire que, notamment dans l'intelligence artificielle, développer un projet industriel, économique, c'est mieux de le faire en Europe qu'en Californie, ou c'est un processus qui demande quand même qui demanderait beaucoup d'amélioration pour être vraiment dans les meilleures conditions pour travailler? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Les environnements européens et en Californie sont très différents. Et justement, peut-être pour rebondir aussi et pour faire le lien avec la première intervention de Madame Bertrand, le sujet de ces nouvelles avancées de l'Europe numérique, avant de fixer des objectifs et des enjeux de la régulation, il est nécessaire d'évaluer et de mesurer les avancements de cette technologie. Et en fait, et donc mesurer les avancements pour l'Europe, mesurer les avancements pour la Californie, c'est vraiment des problèmes globaux. Hein, ces grandes transformations numériques sont des problèmes globaux. Et c'est devenu en fait de plus en plus dur de comprendre, d'avoir les bons capteurs et pour les décideurs et pour des gens qui sont un peu éloignés de la technologie, mais aussi maintenant, la frontière devient floue pour des ingénieurs. Je prendrai juste un exemple récent dont certainement vous avez entendu parler, de cet ingénieur chez Google qui travaille sur un modèle de langue et qui déclare que le modèle sur lequel il travaille est capable de sentiments, sentient, comme il l'a dit, qui a été un peu mis sur le bas de la touche. Donc, c'est juste un exemple un peu emblématique qui illustre le fait que cette frontière, elle est floue. Et j'y vois principalement trois raisons. D'abord, parce que le changement technologique, il est brutal et rapide. Donc, on parle de ces technologies de l'exponentielle. Si vous regardez dans les récentes années et que vous mettez en ordonnée sur un graphe la capacité de calcul dont on a besoin pour entraîner ces modèles, vous allez voir clairement une courbe exponentielle. Et donc, en fait, un changement très rapide, très fréquent de paradigme. Quand Madame Bertrand a dit que l'économie, maintenant, elle était fondée sur la masse de données, en fait, ça reflète vraiment une réalité technologique qui est que les algorithmes, quand maintenant on leur donne des grandes masses de données, eh ben, ils sont meilleurs. Ce qui n'était pas le cas auparavant, par exemple. Et donc, forcément, eh ben, ça implique tout un tas de conséquences sur l'économie. Donc là, le premier point du fait qu'il est plus difficile maintenant de mesurer ces changements technologiques, c'est le changement brutal de paradigme dans la technologie. Le deuxième point qu'on voit là, qui est peut-être un peu spécifique à l'IA, c'est qu'on a une plus grande prépondérance des équipes de recherche en IA qui viennent du secteur privé par rapport au secteur public, au monde académique, à l'université. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique le monde académique a une tradition de publier leurs articles dans des comités, dans des journaux à comité de lecture, donc du peer review. Là où donc, le secteur privé, les équipes de recherche le font aussi, publient dans des grandes conférences, mais à côté de ça, il y a tout ce jeu du communiqué de presse, du press release qui fait que les acteurs sont incités à montrer des modèles et des performances de technologie qui sont
peut-être pas complètement totalement les mêmes lorsque ces modèles sont vraiment déployés dans le monde réel sur des données qui arrivent en continu et qui sont générées à travers les comportements d'utilisateurs typiquement qui peuvent changer. Donc là, il y a vraiment en fait un autre trade-off à voir. Et ça affecte beaucoup la communauté. Peut-être le troisième point, c'est bien sûr un peu plus macroscopique, un accroissement de la géopolitisation de cette technologie et des tensions, avec une compétition d'abord qui est entre puissances. Donc là, je prendrai rapidement juste deux exemples. Ce qu'on pourrait appeler un espèce de nouveau techno-souverainisme. Donc, c'est par exemple l'exemple de Naver, quand ils déploient, ils entraînent un nouveau modèle de langue. Donc, modèle de langue, c'est des modèles, si vous voulez, qui traitent le texte et qui, dans son communiqué de presse, mentionnent clairement qu'ils font l'équivalent du modèle californien et que c'est un enjeu pour eux de souveraineté, de pouvoir avoir un modèle qui est entraîné sur leur alphabet avec potentiellement des valeurs. On a tout des programmes de recherche sur l'alignement de valeurs qu'on incorpore dans ces modèles-là, donc de valeurs qui reflèteraient les valeurs de la société sud-coréenne. Donc ça, c'est entre puissances. On a aussi la Chine qui désigne 11 champions nationaux sur les sous-domaines de l'IA, Alibaba, Baidu, et qui ont vocation, ces 11 champions industriels, à aller porter aussi les valeurs et les intérêts de la Chine sur la scène technologique et économique mondiale. Ensuite, on a la géopolitisation et les échanges qui se font de puissance à GAFA. Donc, c'est un peu nouveau. C'est le Danemark en 2017 qui a été le premier pays à nommer un ambassadeur pour les GAFA, un ambassadeur du digital. La France fait ça aussi. Je crois que pendant les dernières élections allemandes, le programme des Verts allemands avait ça aussi dans son programme. Monaco a aussi nommé un ambassadeur du digital. Et on a en fait le même, the other way around, la même chose qui se passe dans les grosses startups et chez les GAFA, mais aussi dans des grosses startups qui ont les moyens, qui recrutent des experts en géopolitique pour se poser des questions qui sont très concrètes, telles que comment pouvons-nous mieux informer et préparer le monde aux capacités avancées de l'IA, quelles sont les meilleures façons de répartir les avantages de l'IA entre les différentes régions du monde. Là, ce que je suis en train de vous citer, je suis vraiment allé sur le job offer de OpenAI, qui est une grosse boîte d'intelligence artificielle et qui recrute des chercheurs pour vraiment répondre à ces questions et pouvoir mieux anticiper ces problématiques de géopolitique de la technologie. Donc ça, c'est peut-être le premier point qui est de dire mesurer tous ces avancements en temps réel. Ça demande pour les décideurs publics vraiment de mettre en place les bons capteurs aux bons endroits, au bon niveau, pour pouvoir détecter tous ces signaux et ce qui se passe. Et ensuite, peut-être d'un point de vue plus régulation, valeurs européennes, ce qu'il faut, et tous ces textes sur tout à fait donc la confiance, l'IA de confiance, l'IA Act qui défend un certain nombre de valeurs. Ce qu'il faut peut-être retenir spécifiquement pour l'IA, c'est que historiquement, ces valeurs qui ont participé à l'émergence de l'intelligence artificielle, elles n'ont pas du tout été tournées vers l'intégration de l'humain dans la boucle, dans le cycle de conception, et ce qui est en fait aujourd'hui au cœur de l'IA de confiance. Donc, il y a des papiers qui vraiment établissent très clairement que ces préceptes qui ont participé lors de la construction des 50 dernières années dans la communauté de l'intelligence artificielle, on peut en citer 3 rapidement. C'est très clairement la compétition homme-machine, hein, et donc c'est très ce que vous voyez souvent dans les médias, donc les titres, les slogans du type l'IA fait mieux que l'humain, fait mieux que les radiologues, fait mieux que les dermatologues pour identifier certaines maladies, etc. Ces slogans qui sont intéressants, mais qui sont quand même un point de vue assez biaisé de la réalité et vraiment de la performance
réel in vivo de ces modèles de machine learning. Donc, premier point, compétition homme-machine. Deuxième point, autonomie. Donc, le fait que l'IA devrait agir indépendamment de toute supervision humaine. Et donc, c'est exactement complètement à rebours de ce que prépare tout l'IA Act. Et donc, ces deux premiers points, autonomie et compétition homme-machine, vous les voyez très clairement, Stanford, vous les voyez très clairement dans les rapports annuels qui, chaque année, évaluent un peu les avancées de l'IA. Et donc, en fait, on a besoin de métriques, de scores. Et en fait, ces scores, typiquement le Stanford Indice du rapport annuel de l'Université de Stanford, qui est publié, ce sont des benchmarks spécifiquement sur ces sujets. Est-ce que la machine fait mieux que l'humain sur telle et telle tâche? Est-ce que la machine est complètement autonome sur telle et telle tâche? Et je rajouterai peut-être un troisième point, qui est la centralisation. Une énorme centralisation de la conception. Quand on regarde, par exemple, le système d'autocomplete de Gmail ou alors le modèle de langue qui s'appelle GPT-3, qui, si vous voulez, accomplit plein de tâches sur du texte. Il peut compléter pour vous des phrases, il peut résumer des paragraphes complexes, etc. etc. Ces modèles, donc, ils sont actuellement servis, vous vous en servez certainement même sans savoir, quand vous tapez une requête sur Google, par exemple. Ils sont conçus par des équipes qui sont de la taille environ 50 à 150 personnes au grand maximum et qui ensuite sont servis à des millions d'utilisateurs. Et donc, les choix de conception, quand on parle de valeur et d'IA de confiance, en fait, en pratique, qu'est-ce que font les ingénieurs de machine learning, d'intelligence artificielle? Ils font toujours des compromis. On a un compromis, par exemple, entre le caractère explicable d'un modèle, l'explication qu'on va donner à un client, par exemple, en finance pour de l'octroi de crédit. Le client se voit refuser sa demande de crédit, on va devoir lui donner de l'explication. Si on donne de l'explication, eh ben, on révèle une partie du modèle, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Il y a aussi des conflits, des compromis à trouver entre la transparence et donc c'est-à-dire les enjeux d'équité pour calculer, pour mesurer l'équité et le fait que les données soient non biaisées. Il faut collecter ces données sur le genre, sur l'âge et les enjeux de privacy et donc de respect de la vie privée qui demandent justement de ne pas collecter ces données. Et donc à chaque fois, en fait, je vais m'arrêter là, mais techniquement, cette confiance, donc l'explicabilité, la fairness, la responsabilité, la transparence, la résilience, quand on les traduit très concrètement dans le formalisme mathématique pour les incorporer vraiment dans le modèle, c'est souvent, très souvent, en fait, des compromis techniques qui s'opèrent. Et donc, il y a besoin aussi de pouvoir vraiment comprendre ça de la part du régulateur. Et puis, voilà, je n'ai pas trop touché à la partie vraiment capacité industrielle et technologique européenne, mais selon les questions, on pourra y revenir. Peut-être que je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup. C'est passionnant, ça nous met vraiment au cœur de la machine, hein, qu'elle soit humaine ou totalement artificielle. Alors, si je comprends bien, vous nous décrivez un environnement qui est très, très dynamique, très évolutif et très autonome dans ce développement. Donc, quand on parle de l'IA Act, par exemple, donc la législation qui est en cours de préparation pour essayer d'encadrer tout ça, est-ce que ça paraît pertinent par rapport à ces dynamiques que vous décrivez, même d'un point de vue sociétal, ça paraît essentiel, mais est-ce que c'est facile de s'adapter rapidement à cet environnement et de ne pas toujours courir derrière quelque chose qui existe déjà? Quand vous regardez le projet en cours, comment vous pensez qu'il puisse être mis en œuvre de manière efficace et avec une influence sur le développement du secteur? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans les industries très régulées, type la finance, la santé, il y a déjà ce sont des environnements dans lesquels les ingénieurs ont l'habitude de travailler sous contraintes réglementaires très fortes. Donc, mon précédent
job, j'étais chez JP Morgan en dirigeant une équipe de recherche de machine learning et on était constamment en discussion avec ce qu'ils appellent OCC, donc le régulateur des grandes banques, Office of Controller of the Currency, qui demandait, par exemple, selon vous, quels doivent être les minimum standards for explainability, donc les standards minimums qu'on devrait mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose quand même que les acteurs ont l'habitude. Après, c'est vrai que le besoin de textes transverses sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il est absolument nécessaire dans la mesure où ce qu'on avait depuis 2017-2018, c'est une inflation de textes, de guidelines, de grandes pratiques qui étaient assez limités dans leur capacité à être contextuels, à rentrer dans les détails et qui surtout n'avaient pas de contraintes vraiment juridiques fortes. Donc, qui dit pas de contraintes, dit pas vraiment de conséquences. Et donc, en fait, ces textes qui ont été produits par plein d'instances, il y a eu des groupements, soit l'OCDE en a produit, des groupements aussi de partenariats disons, entre le secteur privé, le gouvernement, les différents gouvernements, etc. Ils sont compliqués vraiment à mettre en œuvre. Donc là, le fait d'avoir une contrainte réglementaire va permettre non seulement à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui veulent faire déployer leurs services dans l'Union européenne, d'être sur donc le même niveau, de jouer avec les mêmes règles, en fait. Et une fois que les règles sont clairement établies et sont assez spécifiques pour pouvoir donner de manière technique vraiment les précisions et les bonnes règles, je pense que c'est très positif finalement pour les acteurs d'avoir ça et ensuite de pouvoir innover avec ces règles. En fait, quand on regarde plusieurs textes de régulation, notamment dans les services financiers, ça permet aussi l'émergence de nouveaux services, de nouveaux outils avec un niveau de standard sur les valeurs européennes qui est garanti. Merci beaucoup. Madame Bertrand, est-ce que vous avez, avec votre regard d'universitaire justement, je ne veux pas opposer les deux profils, mais quelle réflexion cela vous inspire-t-il? Et avant de vous donner la parole, je voudrais dire aux personnes qui nous suivent qu'évidemment, elles peuvent poser des questions. Il nous reste 20 minutes pour avoir un petit échange entre vous et les personnes qui nous suivent. En bas de votre écran, vous avez petite icône Q et R qui permet de poser des questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions pour Madame Bertrand et Monsieur Storchamp. Je leur relayerai. Ils peuvent les voir aussi en direct, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc, voilà, je vous redonne la parole, Madame Bertrand, sur une petite réaction, une petite perspective universitaire sur ce monde très étrange pour nous de l'intelligence artificielle et de l'entreprise. Oui, alors regard universitaire et de juriste, les deux à la fois. Alors il y en aurait plusieurs. Le premier, c'est que évidemment, je suis assez sensible aux propos quand j'entends qu'évidemment il faut des règles contraignantes pour qu'elles soient un petit peu efficaces. Ça, c'est sûr que un juriste ne peut pas dire le contraire. Moi, mais bon, je dis pas qu'il y a aucune efficacité quand on pousse les entreprises à s'autoréguler. Il peut y avoir parfois des effets un peu vertueux. Il peut y avoir, alors c'est peut-être que je suis trop juriste, mais il me semble que c'est quand même un peu à la marge. Moi, l'autorégulation, j'y crois jusqu'à un certain point. En tout cas, ça ne peut pas être que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout réguler dans les moindres détails, mais la part entre des principes éthiques, des codes de bonne conduite que les entreprises vont essayer d'avoir, y compris pour des motifs un peu d'éthique washing ou à la limite, peu importe les motivations. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un équilibre assez réaliste si on veut être efficace entre la part de régulation juridique au sens
sens vraiment règles juridiques contraignantes, obligatoires, le cas échéant sanctionnées par un juge, des autorités administratives indépendantes. Et la part d'autorégulation, effectivement, il faut une forme de souplesse, d'agilité de cet écosystème pour ne pas trop le... Voilà, donc garder ces deux parts. Sinon, sur votre question, le regard d'un universitaire, d'un juriste, même sur ces différentes questions, c'est vrai qu'il y a un sujet quand on prend au départ, c'est-à-dire ceux qui font les règles, la plupart du temps des juristes, quand même, malgré tout, qui ont une formation. On parle là d'objets qui sont assez abstraits pour un juriste à réguler quand on parle de transparence des algorithmes, par exemple. Si vous présentez à un juge un algorithme pour voir s'il respecte certains critères, là, on a quand même deux mondes qui sont complètement différents. Donc, ce sont des objets, alors déjà, ça a été mentionné par M. Sorchamp, c'est-à-dire que des objets technologiques, numériques qui évoluent très rapidement. Et les juristes ont quand même, il y a quand même un peu un décalage dans la compréhension qu'on a de ces objets pour avoir une bonne régulation. Là, on parle de l'IA, c'est quand même quelque chose qui reste un peu abstrait. D'ailleurs, on en parle au singulier alors qu'il y a beaucoup de systèmes très différents. Voilà. D'ailleurs, avec un postulat de départ qui est le principe de neutralité technologique du droit. Alors là, il faut voir jusqu'à quel point il sera tenu. Je serais curieuse d'ailleurs d'avoir votre regard par rapport à l'IA Act. C'est-à-dire que, alors, il faudra voir la dernière mouture du texte parce qu'on n'a pas toujours le droit de connaître les derniers arbitrages, manifestement. Mais en tout cas, dans la proposition de la Commission, il y avait quand même voilà, un peu une implication sur les différentes formes d'IA concernées avec des définitions, des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai toujours un peu cette inquiétude de est-ce qu'on travaille toujours sur les bons objets? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la façon dont les juristes perçoivent les objets numériques et la réalité technologique des choses? C'est vrai, alors si on parle de blockchain, c'est encore pire presque. Enfin, on pourrait décliner comme ça. Il y a quand même deux mondes différents qu'il faut essayer de synchroniser et ce n'est pas toujours évident de ce point de vue-là. Merci. Alors, je vais commencer à relayer les questions. Il y en a une à laquelle je vais essayer de répondre rapidement, qui est où trouver un panorama des actes législatifs. Vous venez de le mentionner, hein, tous ne sont pas encore disponibles parce qu'ils sont en discussion. Donc, on peut, par exemple, sur l'Intelligence Artificielle Act, il faut se référer à la proposition de la Commission européenne, donc, qui est disponible sur les sites de la Commission européenne. Pour le DMA-DSA qui ne sont pas encore définitivement adoptés, il faut regarder ce qui avait été présenté par la Commission, aussi voir ce qui a été amendé, proposé par le Parlement européen. Et je crois que sur le site du Conseil, il y a les grandes lignes, mais le texte consolidé définitif n'est pas encore disponible. Et sinon, pour par exemple le Data Governance Act, donc la législation sur la gouvernance des données, il est au journal officiel de l'Union européenne, donc sur ce site-là. Donc voilà, ça dépend de l'état d'avancement des textes pour pouvoir les trouver. Une autre question sur jusqu'où va l'autonomie des machines aujourd'hui. Alors, peut-être répondre rapidement, M. Storchamp, parce que ce n'est pas trop l'objet du débat, mais ça permet d'éclairer effectivement. Et puis, une autre question sur, dans un marché très régulé, les produits et services se commoditisent. La concurrence converge souvent vers une guerre tarifaire. Si cette analyse est exacte, comment préserver l'innovation? Donc, peut-être répondre rapidement à ces deux questions, M. Storchamp, puis on passera aux autres questions après. Alors, sur la première, l'autonomie des machines, actuellement, on a en fait des modèles qui sont capables d'effectuer plusieurs tâches. Ils peuvent faire des tâches de robotique, ils peuvent discuter avec vous, etc. Ensuite, l'autonomie, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot d'autonomie. Si vous voulez, le problème, c'est que quand on teste et quand on mesure l'autonomie, actuellement, c'est fait en laboratoire. C'est-à-dire que c'est fait avec des données
qui ont été collectés à un certain moment et qui ensuite vont être utilisés pour mesurer ce degré d'autonomie. Donc, on appelle ça en fait la capacité d'un modèle de pouvoir effectuer de la bonne manière, précisément une tâche ou plusieurs tâches. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que ces modèles sont déployés dans le monde réel, bien sûr, tout change. Donc, les données changent en continu et là, la performance, en général, elle décroît énormément. Ces modèles, ils sont entraînés à détecter des corrélations sur des données et donc ils n'ont pas du tout de représentation du monde comme on peut en avoir en comprenant intuitivement des relations causales entre différents phénomènes. Et ce qui fait qu'en fait, ils ont des vulnérabilités critiques qui sont très importantes avec parfois des erreurs qu'un enfant de 2 ans ne ferait pas. Et ça, donc la capacité de généraliser ces modèles, c'est aussi pareil un grand champ de recherche, mais actuellement c'est très limité. Alors vous entendez parfois des gens comme Elon Musk ou d'autres dire que AGI, donc Artificial General Intelligence, is just around the corner. Donc en 2030, 2029, certains prophètes prophétisent donc une autonomie totale de ces machines. Personnellement, je pense qu'il n'en est rien. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la façon dont ces machines sont entraînées avec ces algorithmes modernes qui s'appellent deep learning. C'est vraiment juste regarder des corrélations. Et donc, ça l'empêche forcément, il y a un plafond de verre de comprendre ces relations causales. Pardon, je vous interromps. Est-ce que c'est ça justement le but du projet de législation qui est en discussion, d'essayer d'éviter cette mise en œuvre réelle dans le marché et dans l'utilisation quotidienne de ces machines autonomes en fonction du risque que cela représente? Alors, tout à fait. En fait, l'IA Act si vous voulez, dans le cycle de déploiement d'un modèle de machine learning, vous avez tout l'entraînement, la conception et puis ensuite le déploiement du modèle. Et pour les fournisseurs d'IA, l'IA Act distingue bien les deux cas avec des obligations et pour les concepteurs et pour les fournisseurs et ceux qui vont déployer le système. Donc, pour les concepteurs, ça va être tout un tas de conformity assessment, si vous voulez, donc des cases à cocher, mais derrière des cases à cocher, vraiment des réalités à implémenter. Et ensuite, pour le déploiement, il va y avoir une base de données où ceux qui vont utiliser, les utilisateurs de ces systèmes d'IA vont devoir faire du reporting sur des incidents, sur tout un tas d'incidents qui pourraient advenir. Donc ça, je pense que le régulateur l'a bien en tête. Peut-être là, je vois une question qui organise la police des plateformes, avec quels moyens. Ça fait complètement le lien. Donc, on ne sait pas encore. Je pense que les CNIL européennes veulent être les autorités de contrôle pour l'IA Act, mais ce n'est pas encore défini, je crois. Mais vraiment, la bonne question, c'est exactement ça, c'est quels moyens, dans le sens… il y a une énorme asymétrie d'information en fait actuellement entre les régulateurs et les pouvoirs publics et le secteur privé, mais très simplement parce qu'un chercheur de l'INRIA ou du CNRS, il est payé 10 à 100 fois moins que l'équivalent chez Google ou Facebook. Donc là, il y a un vrai problème de recruter les bons talents, de les garder, donc l'attractivité européenne de ces talents, et comment s'assurer que les bons talents puissent être recrutés par les organismes de régulation et les autorités de contrôle. Ça, ce n'est pas du tout clair et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on peut faire le parallèle avec 2007-2008, la crise aux États-Unis financière, où en fait, les instruments financiers qui étaient utilisés étaient complètement opaques et il y avait une énorme asymétrie entre les traders, les quants dans les hedge funds et les grandes banques et les talents que pouvaient recruter, attirer les autorités de contrôle. C'est un vrai sujet. Je n'ai pas du tout la réponse, mais c'est une vraie question.
Justement, et là je pose la question à Madame Bertrand, quand on pose des règles, quand on se met d'accord sur voilà, tous ces textes de régulation, ça pose la question de l'application et du contrôle de l'application. Et donc, c'est ce que vient de dire Monsieur Storchon, des moyens mis en œuvre. Quel bilan de ce qui a été fait on peut déjà tirer, et est-ce que vous pensez que les capacités sont là pour être à la hauteur, d'une certaine manière, de toutes les législations qu'on adopte et qu'on veut mettre en place? Bah, ça, c'est c'est le sujet numéro un. J'aimerais bien être optimiste, mais pour l'instant, c'est difficile de l'être complètement. L'expérience du RGPD montre un bilan un peu contrasté. Il y a eu il y a eu des choses de fait, et en même temps, le problème de l'effectivité de l'application effective de ces règles se pose à plusieurs niveaux. Déjà, il faut organiser la gouvernance institutionnelle de ces règles, c'est-à-dire l'application entre États membres. Et par exemple, le système du guichet unique dans le RGPD, qui avait été un temps envisagé, par exemple pour le DSA, fait un peu figure de repoussoir, parce que pour le RGPD, on a vu ce qui se passait avec un régulateur irlandais qui n'était pas tout à fait sur la même ligne que, je ne sais pas moi, le régulateur allemand ou d'autres. Et la répartition des compétences fait que voilà, ça a clairement bloqué au niveau du régulateur irlandais. Donc ça, c'est déjà un premier sujet, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'appliquer, il faut forcément se répartir les compétences entre États membres. Et là, à mon avis, il y a une première difficulté. Et puis la seconde, après, c'est les moyens. C'est sûr que si on reprend l'exemple du RGPD, la CNIL fait beaucoup. Elle a évidemment monté en puissance par rapport à ce qu'elle était, mais les failles restent quand même extrêmement importantes. Donc, ça paraît, il est évident que pour le DSA, il va y avoir un sujet très similaire qui va se présenter. Et pour le DMA, donc sur la régulation des marchés numériques, des enjeux plus de concurrence, plutôt que de régulation des contenus, droits d'auteur, etc., qui relèvent du DSA. Pour le DMA, là, c'est pour ça que la Commission voulait centraliser en fait le contrôle, parce que pour le DMA, bon, c'est des régulations asymétriques des plateformes, il y a des petites choses assez légères pour les petites plateformes, et puis des règles un petit peu plus conséquentes pour les gatekeepers, donc les contrôleurs d'accès, les très grosses plateformes numériques. Et là, la Commission, un des bras de fer, parce que les autorités nationales de régulation voulaient essayer d'avoir des moyens pour des enquêtes, éventuellement faire des sanctions. Et la Commission, d'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, elle arrive à point nommé, un des enjeux, c'était de centraliser ce contrôle au niveau européen, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que Madame Chapuis, est-ce que vous avez pu nous rejoindre? Vous m'entendez? Voilà, on vous entend et on vous voit maintenant. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je vous donne la parole tout de suite. On a eu l'occasion déjà d'aborder quelques thèmes avec Madame Bertrand, Monsieur Storchon. Alors, ce sera un petit peu pour aller vers la fin du débat. Est-ce que vous pouvez remettre en perspective l'action de la stratégie de l'Union européenne? Alors, on a parlé du DMA, du DSA, beaucoup du projet de réguler l'intelligence artificielle. Comment pourriez-vous résumer à la fois la philosophie peut-être de l'approche européenne dans ces matières-là et le sens des stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre depuis, pas seulement sous la commission actuelle, mais sous les commissions précédentes? Pardon, je rappelle juste pour les personnes qui nous suivent que vous êtes chef d'unité, alors je francise votre titre, chef d'unité mise en œuvre des politiques et planification à la Commission européenne et plus précisément à la DG Connect qui est chargée d'élaborer les politiques numériques. Très bien, merci beaucoup et merci pour me recevoir à cet événement. C'est très important effectivement de parler des évolutions et de la transformation qui est en cours aussi bien au niveau sur le terrain que dans la législation européenne. Peut-être un acte que je voudrais mentionner en premier parce qu'il vient vraiment définir nos actions futures et il s'inscrit dans la mouvance des développements qui ont eu lieu dans les années précédentes. On avait commencé avec le numérique de manière très orientée vraiment sur la technologie.
Et avec l'adoption du Digital Single Market sous mandat précédent, on est vraiment rentré dans une mouvance de définir le marché qui convient à l'Europe. Avec avec le dernier mandat du Digital Single Market, on est passé au Digital Decade, donc la boussole numérique. Et cet acte-là, qui est en cours de négociation et qui devrait, on l'espère, être finalisé dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vient vraiment mettre en place une gouvernance pour le numérique. Et c'est très important puisqu'on a bien sûr tous les actes qui sont adoptés, DMA, DSC, AI, mais on avait aussi besoin d'avoir cette gouvernance un peu à la façon qui a été faite dans le marché et au niveau de l'énergie, où on a des objectifs très clairs qui sont définis. On a un moyen d'y arriver avec un travail coopératif et collaboratif avec les États membres. Et on a aussi un aspect qui concerne les valeurs européennes que l'on doit mettre en avant et qui se déclare ensuite par une déclaration que nous sommes en train de finaliser en parallèle. Et donc, cette boussole est essentielle. Elle est essentielle pour montrer le poids que l'Europe veut jouer dans ces débats. Elle a le pan technologique, le pan sur les objectifs, elle a le pan gouvernemental, donc vraiment un acte important qui passe assez souvent inaperçu parce que bien sûr, il n'a pas un impact direct sur l'industrie ou sur les technologies, mais il a plutôt un impact à long terme qui se veut plus visionnaire. Donc voilà, c'était le premier acte que je voulais mentionner qui vient un peu englober toutes les autres actions que nous avons en cours. Elles sont énormes. Il y a des actions dans de nombreux domaines. Je suis sûre que vous avez dû y toucher dans la première partie de cette discussion. Mais ce qui est clair, et donc j'ai été présente au moment de la mise en place du DSM avec le commissaire, le vice-président Ansip. Depuis, je trouve qu'il y a eu énormément de changements et avoir repris le numérique est un plaisir puisqu'on est dans une période d'activité intense sur tous les domaines. On a clôturé des textes majeurs. DMA, DSC étant les premiers à bien sûr faire la page aussi de l'actualité, puisque non seulement on a complété la directive e-commerce en renforçant les actions, mais on a aussi on a voulu focaliser les actions sur des pans importants de l'action des plateformes et comment gérer toute cette relation avec les plateformes en ligne. Donc, c'est extrêmement important puisque ça implique aussi de nouvelles actions de la part de la Commission qui prend un poids en termes de mise en œuvre et de contrôle des actions des plateformes qui est important. Donc, ce travail, maintenant, les textes ont été adoptés formellement par le co-législateur. Maintenant, le travail commence, on va dire, puisque la Commission doit maintenant mettre en place cette nouvelle structure qui va permettre de vérifier et on attend bien sûr l'Europe un peu au tournant pour s'assurer que ces choses se passent bien et correctement. S'il vous plaît, pardon. Je crois que Madame Bertrand, je ne sais pas à quelle heure vous devez nous quitter. Je sais que vous aviez un engagement après. Oui, bientôt. Voilà, donc par avance, je voulais vous remercier pour votre participation et je vous laisse partir quand vous avez besoin et on peut continuer. Voilà. Avec plaisir, on peut continuer avec Madame Chappuis et Monsieur Storchamp. Merci encore, au revoir. Merci à vous. Madame Chappuis, je vous en prie, excusez-moi. Oui, donc voilà, je pense que c'était le point sur le DMA, DSC. D'autres questions importantes concernent vraiment ce qui se passe et qui a un lien maintenant aussi avec l'Ukraine et la défense de nos intérêts aussi. Je pense que sur le pan de la cybersécurité, il se passe énormément de choses.
On a déjà eu 2 directives de notre côté avec la directive sur les réseaux, mais bien sûr, on est aussi en train de travailler maintenant pour renforcer le lien avec les produits et comment s'assurer de la cybersécurité, vraiment qu'on soit vraiment fort au niveau européen sur ces domaines. Donc, c'est le prochain pan qui est important. Vous avez mentionné l'intelligence artificielle. Là, l'Europe est en train de faire des avancées qui sont bien sûr, encore une fois, mises en avant et qui sont uniques. Avec une réglementation qui est en coopération avec l'industrie. Donc, c'est important d'avancer et on espère que sur ce texte, le co-législateur avancera rapidement. Il y a des actions au niveau international, bien sûr, notamment des actions de l'industrie, mais d'avoir un cadre plus réglementaire est important. Encore une fois, un cadre coopératif qui permette de mettre en vigueur ces aspects-là. Donc voilà, je pense que je n'ai pas énormément de temps, mais on a bien sûr encore des choses qui viennent, notamment au niveau de la désinformation. Le code pratique sur la désinformation vient d'être adopté et donc on avance sur ces sujets-là. C'est aussi important. L'Europe, encore une fois, est présente et mène le chemin. On voit de plus en plus que sur tous ces textes, l'Europe et les États membres, bien sûr, définissent la voie et nous prenons la main sur ces aspects-là. On est beaucoup regardé par l'international, on est beaucoup sollicité aussi et c'est important. Et peut-être un petit pan international avec le fait que du côté, par exemple, des négociations sur l'accord de commerce avec les États-Unis, ces points-là sont majeurs et sont devenus une des grosses priorités des discussions. Donc, on voit qu'on est de plus en plus en ligne sur ces aspects-là. Donc, c'est important. On va aussi adopter encore un texte dans les prochains mois sur donc ce qu'on appelle le Media Freedom Act, qui vient définir aussi nos relations avec le secteur de la presse et en ligne. Et donc, c'est important de compléter le cadre que nous avons déjà mis en place avec toutes les directives droits d'auteur, sur les directives sur l'audiovisuel, de maintenant faire un pas additionnel qui permettrait de mettre un peu plus de transparence dans ce secteur. Donc voilà, c'est le prochain acte qui sort avec la cybersécurité. Ce sont vraiment les deux grosses priorités. Je n'ai pas mentionné les aspects données. Alors là, c'est clair qu'il y a eu des avancées qui se sont faites pas à pas dans ce domaine-là. Le gros tournant était bien sûr l'acte sur la gouvernance qui a été adopté à l'automne dernier et l'addition avec l'acte sur les données qui est en cours de négociation. C'est important, c'est une priorité du commissaire Breton. C'est pas la seule, on a aussi, et peut-être je touche un petit mot là-dessus aussi, mais c'est important de savoir, et là encore une fois, l'Europe veut se donner les moyens de jouer sur le champ des données et de s'assurer une place importante pour aussi pour nos industriels. Et donc, les données industrielles sont maintenant la grosse priorité. On vient compléter le chapeau avec la RGPD et tout ce qui est interopérabilité des données. Donc, on vient compléter avec cet acte-là. Un dernier point qui concerne les actions un peu nouvelles qui ont été mises en place depuis le mois de janvier avec toutes les discussions sur comment sécuriser nos supply chain, nos aspects avoir les produits qu'il nous faut pour le futur. Et là, avec le CHIPS Act, donc l'action sur les microprocesseurs, c'est aussi extrêmement important. Ça permet et ça ouvre d'autres discussions sur la place de l'Europe sur ces domaines industriels essentiels qui touchent aux citoyens directement avec on veut avoir une nouvelle voiture, c'est compliqué, il n'y a pas de microprocesseur, donc les semi-conducteurs sont partout et on le voit de plus en plus dans l'énergie, on a besoin, donc on veut être de plus en plus énergie efficace, mais en même temps on a besoin de toutes ces technologies.
et donc de jouer un rôle là-dessus. Et la DG Connect travaille et c'est aussi une grosse priorité. Et ça vient recouper aussi les questions sur l'accès aux matériaux rares notamment. Et encore une fois, une place pour l'Europe qui est consommateur mais aussi producteur et de retrouver, de s'assurer que toutes les pans de l'Europe et les États membres s'y retrouvent. Donc voilà, je pense que je vais stopper là et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup parce que ça a permis d'aborder certains sujets qu'on n'avait pas abordés, notamment le CHIPS Act ou toutes les questions autour de la désinformation. Et juste avant que vous arriviez, on évoquait la question de toutes ces règles, toutes ces législations qui sont adoptées, qui posent la question de la mise en œuvre par tous les acteurs et du respect de ces législations-là et donc des modes de contrôle, des moyens qui sont accordés, qui dépendent beaucoup des États membres. La Commission ne centralise pas. Est-ce que ça nourrit la réflexion aussi au sein de la Commission? Comment garantir que toutes ces règles-là, qui sont ambitieuses, qui sont nombreuses, peuvent être vraiment respectées par tous les acteurs? Et puis une question qui est posée par une personne qui nous suit et qui en découle, quelles sanctions éventuelles contre les délinquants, entre guillemets? Alors, ça dépend de quelle législation on parle, évidemment, mais dans l'esprit général, quel genre de sanctions sont possibles en cas de non-respect de ces règles européennes? Alors, c'est bien sûr des réflexions qui sont au cœur de nos travaux. En ce moment, on a adopté des règles qui impliquent un nouveau niveau de mise en œuvre et qui donc doivent être suivies par tous les mécanismes appropriés. On a bien sûr au niveau communautaire, on a toujours eu un système de mise en œuvre avec des suivis derrière les États membres et de suivi de la transposition de leur texte, mais aussi de la mise en œuvre. On a des possibilités d'infraction qui sont importantes. Donc ça, c'est un des pans qui sont essentiels aux travaux et à l'impact sur les États membres. La deuxième chose qui est très importante et qui est aussi une nouvelle vague qui a été lancée par la RGPD, donc le règlement sur la protection des données, qui concerne les amendes que l'on peut mettre au secteur délinquant, on va dire. Et là, il y a bien sûr cette approche que nous avons maintenant intégrée dans nos législations avec le DMA, le DSC et d'autres qui vient vraiment regarder à cette possibilité de mettre des amendes. Mais pour ça, il faut avoir toute la structure nécessaire derrière pour faire les contrôles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec des changements au sein des services pour s'assurer qu'on ait un peu ce qui est fait au niveau de la DG concurrence aussi, d'aller vraiment faire ces enquêtes et regarder où se trouvent les délinquants. Donc, on a toujours nos systèmes de plainte, on a toujours nos systèmes d'infraction, mais ce qui vient être complété par un système de mise en œuvre beaucoup plus proactif qui est tourné vers pas seulement les États membres, mais vers les acteurs privés. Donc, c'est la nouveauté pour la DG Connect. Tout ça va être, comme je disais, mise en place dans les prochains mois. Le DMA DSC va pas rentrer en vigueur d'un coup à l'été. Il y a des étapes sur lesquelles nous travaillons qui sont bien définies et qui vont être expliquées, je pense, au grand public assez rapidement. Une priorité de la présidente von der Leyen est aussi la mise en œuvre. Donc, clairement, on aura les moyens de faire ces actions. Merci beaucoup. Alors, je vois que M. Storchamp répond directement à une question dans le chat. Donc, c'est très bien parce qu'on arrive un petit peu à la fin du temps qui nous est disponible. Je me disais peut-être, M. Storchamp, justement, vous aurez peut-être une question directe à Mme Chapuis, puisque je rappelle pour Mme Chapuis, M. Storchamp est ingénieur en intelligence artificielle. Il vient de créer son entreprise dans le domaine. Donc, il est aussi à l'autre bout du travail que vous faites en termes de régulation. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit dialogue à avoir avant qu'on termine ce webinaire.
Tout à fait. Peut-être une question à tiroir ou deux questions sur l'évolution de ces textes et en fait l'interconnexion entre ces textes, dans le sens où, par exemple, si on prend la question de l'intelligence artificielle, il y a le software et le hardware, donc il y a la chips et il y a l'IA. Actuellement, par exemple, c'est une entreprise comme NVIDIA qui développe les stacks de hardware pour Volkswagen, et les voitures ont vocation à devenir en fait des mini data centers, et donc on voit qu'il y a vraiment une interconnexion entre les capacités de calcul dans la voiture et puis le software qui est développé, et donc forcément, certainement, à un moment donné, une interconnexion entre ces textes. Donc c'est comment ces textes, une fois qu'ils sont déployés, communiquent entre eux d'une certaine manière. Et deuxièmement, comment vous voyez l'évolution de ces textes dans le temps qui donc régulent non pas des technologies, mais disons des usages de la technologie, et qui eux-mêmes évoluent avec l'utilisation de la technologie. Alors j'ai vu que la Commission avait ce board d'experts qui était associé par exemple à l'IA Act pour faire rentrer ou faire sortir, ou plutôt certainement faire rentrer des usages à haut risque, enfin augmenter la liste de ces usages à haut risque de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez aussi à des mécanismes un peu plus, disons, prenant plus largement en compte les retours de la société civile de manière un peu plus large? Donc c'est vraiment voilà, cette idée de la vie des textes une fois qu'ils seront déployés, leur évolution. Oui, alors la vie des textes, bien sûr, c'est toujours délicat, hein, la manière de légiférer. Est-ce qu'on légifère pour le futur ou pour le présent? On essaye d'être le plus ouvert possible, et de ne pas avoir à réviser nos textes à chaque fois qu'une nouvelle technologie ou un nouveau software apparaît. Donc c'est vraiment le challenge, notamment pour le règlement AI, d'être le plus ouvert possible pour être fit for the future, fit for purpose, on dirait. Donc oui, des textes qui permettent ensuite, qui ont des règles d'application, qui permettent aussi de faire des modifications assez facilement sur des textes plutôt administratifs, plutôt que d'aller vers un bouleversement de la législation. Donc la législation est prévue effectivement pour être assez ouverte et permettre de couvrir le plus d'applications possibles sans avoir à être modifiée dans le futur. C'est le but. Mais oui, pardon. Par exemple, pour la définition même de l'IA qui est prise en compte là dans les discussions au Parlement sur ce texte-là, on voit qu'en fait, elle n'a pas arrêté depuis le livre blanc de la Commission en 2020. Elle n'a pas arrêté de changer en fait et d'évoluer. Donc on a l'impression qu'il y a cette espèce de compromis qui est difficile à trouver entre la spécification et puis avoir un texte assez général justement qui pourra s'adapter aux défis du futur. Oui, effectivement, c'est vraiment, je ne vais pas dire un aspect difficile, parce que c'est toutes les législations depuis la nuit des temps, au moins de leur invention, ont cette discussion, mais effectivement de prévoir quand même quelque chose qui est suffisamment large, mais qui ensuite est réglementé par des actes qui permettent aussi de spécifier et d'être modifiables plus rapidement. Donc c'est l'idée. Je voulais refaire un saut vers le programme de la boussole numérique, parce qu'elle permet justement de faire le lien entre ces différentes législations. Elle permet de s'assurer que l'on ne légifère pas dans un vase clos, et que toutes les législations se retrouvent vraiment, il y a une cohérence. Et je crois qu'en ce moment, il y a cette cohérence au niveau des textes qui sortent par les États membres, pour s'assurer que quand on touche à une certaine partie, on ne remet pas en cause complètement ce qui s'est passé dans un autre secteur. Donc tout ça permet d'avoir ce dialogue régulier avec les États membres aussi, pour être certain d'avoir, et les citoyens aussi, hein, puisqu'il y a bien sûr ce côté citoyen qui est important et que vous mentionnez. Donc on est bien sûr d'avoir ce cadre général, puis ensuite les actes législatifs plus spécifiques, mais qui soient flexibles et qui permettent une certaine adaptation aux technologies futures. Bien sûr, c'est encore une fois
avoir dans les discussions entre les co-législateurs, hein, comme vous dites, la définition sur AI bouge beaucoup et elle va continuer à bouger puisqu'on n'est pas encore en fin de négociation. Très bien. Je dirais que c'est le mot de la fin parce que nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. C'est une discussion qu'on pourrait probablement poursuivre dans les mois ou les années qui viennent. Merci en tout cas beaucoup pour ces éclairages. Et merci au public qui nous a suivis. Je rappelle simplement que cette discussion sera disponible sur le site de la Fondation Robert Schuman, soit ce soir, soit demain matin, le temps qu'on crée la vidéo, et donc ça sera disponible pour revoir, pour peut-être détailler quelques points. Merci à Madame Chapuis, merci Monsieur Storchamp, et au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.